Et c'est parti pour une autre application sur navigateur, je l'ai appelée Air Quality App. Ça va être une application un peu comme pour Google Météo, quand vous tapez la météo, ça vous donne la météo de votre ville. Ici, ça va être la qualité de l'air de votre ville. Donc par exemple, Stockholm juste ici, qualité de l'air 18, bonne. Et ici, on va faire une petite représentation de données avec une échelle comme ça, sur l'échelle de la pollution. Donc, est-ce que je suis vraiment à Stockholm? Non, j'ai changé ma localisation avec un VPN. Et donc ici, par exemple, on peut aller n'importe où, à Mexico, par exemple. Tac. Ça va se connecter juste ici. On attend un petit peu. En général, sinon, ça fait un petit peu bugger en général, voilà. Si on change avec le VPN, ça fait un petit peu bugger, mais dans la vraie vie, ça ne ferait pas bugger. Donc là, par exemple, on a voilà la ville de Mexico. On a le fond qui a changé de couleur. On va voir comment on peut faire ce genre de choses. On a aussi ça qui a changé. Donc on va utiliser vraiment une API, on va gérer les erreurs, on va utiliser l'API IQR juste ici, qui est une très bonne API avec des bonnes données assez fiables, et qui propose donc un plan gratuit avec une clé d'API qui vous permet de faire jusqu'à 10 000 appels par mois, donc c'est parfait pour faire ce genre de test, pour apprendre à utiliser des API, recevoir des données, gérer les erreurs, bien rajouter les données dans une interface. Donc tout ça est très très important à savoir faire, c'est pour ça que je vous montre ce genre de projet. Voilà, très bien, donc est-ce qu'on va rester sur Mexico ici? On va faire peut-être un dernier petit test, une ville très polluée par exemple, donc en Inde, juste ici, hop, on va changer ça. Voilà, peut-être qu'ici je vais faire un... hop, hop, un petit... voilà, super. Donc on a notre qualité ici qui est à 118, donc ce n'est pas sain de se balader en ce moment à New Delhi, et donc on a la couleur qui correspond juste ici. Voilà, donc un bon projet pour vous apprendre plein de choses juste ici. Vous avez le code source en description, vous avez le dossier de départ dans le code source, le dossier final, vous pouvez utiliser ensuite le code source comme vous voulez. Vous pouvez le mettre sur un CV ou quoi que ce soit si vous voulez montrer comme ça ce genre de petite application. Pour l'API, il faut créer un compte, donc vous avez juste à mettre n'importe quelle adresse mail. Une fois que vous l'avez créé, vous cliquez ici en haut à droite, donc moi je me suis appelé John Doe, vous cliquez sur API, et vous cliquez sur New Key juste ici. Le plan c'est Community, c'est le plan gratuit. C'est une bonne API, donc n'hésitez pas à utiliser le plan payant également si vous souhaitez faire des véritables applications sans limite d'appel, par exemple. Et donc, une fois que vous avez créé votre nouvelle clé, elle est juste là et on va pouvoir l'utiliser. Donc, n'utilisez pas ma clé, après la vidéo, je la supprimerai. Voilà, faites votre propre clé. Donc, documentation juste ici. Vous pouvez cliquer ensuite donc en bas, enfin ici juste là à gauche sur la documentation. Et donc, nous, on va utiliser, si on descend un petit peu, une get request qui est celle-ci. Get nearest city data. Donc, en fonction de l'IP. C'est pour ça que si vous changez votre position avec un VPN, eh bien, ça va changer la position. Ok, super, très bien. Donc, on va pouvoir commencer. Comme je vous l'ai dit, vous avez le dossier de départ qui ressemble donc à ceci. Le dossier de départ avec un index, un style et un main.js. Des ressources ici, je vous ai trouvé des petites icônes pour gérer tout ça. Et puis voilà, on va pouvoir démarrer. Donc, hop, on vient ici. Alors, on va pouvoir démarrer. Ce qu'on va faire quand on travaille avec des API et qu'on a un nombre limité d'appels, on essaye d'enlever l'autosave ici sur VS Code pour éviter de faire des appels pour rien. Donc, on va faire un CTRL-S à chaque fois qu'on a fini de coder quelque chose pour le visualiser. Donc là, j'ouvre avec le live server. Voilà, et on va se garder l'application à côté afin de voir toujours ce qui se passe. Très bien, super. On va pouvoir commencer donc notre HTML. C'est parti. Donc div.background layer. Donc background layer, ça va être le fond qu'on va avoir qui va changer de couleur en fonction de la pollution. D'accord? Ensuite, on va avoir une div app container. Ça va contenir toute notre application. À l'intérieur, je vais avoir un H1, je l'ai appelé Air Quality App, comme ça. Je ne suis pas allé chercher très loin. Ensuite, on va avoir une div avec information block. Ça va être le bloc blanc en dessous avec les différentes informations. On va avoir un loader qui aura également la classe active. D'accord, donc ça va être un petit loader qu'on va afficher si les données mettent longtemps à charger. Et donc dans ce loader ici, n'hésitez pas à aller dans le loader, on va mettre une image. Et on va lui donner la classe loader logo. Loader logo juste ici. Et ça va être dans ressources / biodegradable juste ici. Biodegradable. Ici je vais mettre loader icon. Voilà, très bien. Ok, ensuite donc en dessous je vais avoir une autre image, celle-ci correspondra à l'emoji juste ici.
D'ailleurs, cet emoji me fait un peu de la peine. On va rechanger notre localisation. On va retourner à Stockholm en Sweden. Hop, juste ici. Tac. Histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus heureux juste là. Voilà. Et donc, ici, je peux actualiser, mais j'ai coupé le live server, donc on va également le redémarrer. Ah non, c'est bon. Ça s'est bien redémarré juste ici. Très bien. Comme ça, on aura Stockholm à côté. Très bien, donc une fois qu'on a ça, on va donc créer ce petit emoji juste ici. Donc on va en dessous du loader, et on va se créer une autre image avec la classe emoji logo, d'accord? Donc la ressource ici va se trouver dans magnifyingglass.svg, d'accord? Et donc ici on met feeling icon. Donc c'est le ressenti, on va dire, le ressenti. Ensuite, en dessous, on va mettre un paragraphe avec user information. Et on va mettre look for. Alors, c'était ce que j'avais mis de base. J'avais mis un autre texte parce que de base, j'avais un input juste ici. Donc ici, on peut laisser comme ça. On peut laisser un paragraphe vide pour l'instant. Et de toute façon, il se remplira une fois qu'on aura nos données. Voilà, donc on peut le laisser vide. Ou alors on peut mettre your city information. En attendant d'avoir les données, juste pour qu'il y ait un texte de base et que ça évite d'agrandir le texte pour rien. Bref, peut-être qu'on peut se présenter ça un peu comme ça, voilà. Donc on aura le loader juste ici, le paragraphe, très bien. Et en dessous, on aura ce tableau. En dessous, donc table HTML, donc table juste ici. TR, ça veut dire table row, ça veut dire une rangée. TH, c'est le table heading, avec la classe label. On va mettre ici city. Et en dessous, TD, city name, search, on va mettre, tac, tac, encore une fois, j'avais mis search de base parce qu'il y avait un input, j'utilisais une autre API mais qui n'était pas très fonctionnel. Donc ici, on peut mettre search, ici, de toute façon, ce texte sera remplacé par ce qu'il y a juste ici, d'accord? Donc, à la limite, on va mettre 3 petits points, comme ça sera un petit peu mieux. Très bien, donc TR, ici, on peut le copier, et on peut venir en dessous, coller. Donc on va avoir label ici qui ne va pas changer, le contenu va changer, pollution info ici. On va laisser 3 petits points, là on mettra pollution info. Et ensuite en dessous, là on aura air quality index. Et on aura ici pollution value. D'accord, pollution value. Donc label, city pollution air quality. Puis pollution info, etc. Et on met 3 petits points de base. Super, on en a fini avec ce table, on peut sortir. En dessous, on va faire un paragraphe. On va l'appeler scale bar text, pollution scale. Et c'est là où on aura notre petite visualisation de données qu'on va faire avec 2 éléments HTML, div.scale_bar. On aura une image qui sera notre pointeur, donc je lui ai donné la classe location pointer. Ce sera le petit pointeur qu'on aura juste ici. Ça vient de ressources location.svg. Et le alt, si vous pouvez mettre pointer ou location. Donc ça, c'est le petit pointeur qu'on a juste là. Il faut maintenant créer les petites barres également. Donc en dessous de notre image, on crée une div avec scale section. Et on se fait ça x 6. Hop. Vous voyez qu'on aura comme ça 6 barres suivant la pollution. Donc on a terminé tout ça. Si je viens ici, je fais CTRL S, ça nous donne ceci. Ça nous donne ceci, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, on va devoir styliser tout ça. Donc, on va attaquer le CSS. On peut venir juste ici, et on va revenir sur l'exemple juste là. On commence avec notre body. On lui met une hauteur min de 100 VH, parce que de base, il n'a pas de hauteur. Font femme inter, qui est la font femme importée dans notre HTML, sans serif. La couleur, on va mettre 111. Position relative pour le layer qu'on va mettre au-dessus. Et de base, notre body va prendre un background image. Il va prendre donc un dégradé linéaire de base, linear gradient. L'orientation sera 45 degrés. Première couleur 4BA0D9, virgule. Seconde couleur 6DD5FA. Troisième couleur FFF. Voilà, très bien. Et on rajoutera une animation de départ quand on arrive sur le site, quand on actualise, comme ça, vous voyez, il y a une sorte d'apparition. Cette apparition est assez simple, on fait démarrer l'opacité à 0, on met une animation fade in, 1 seconde, ease out, forwards pour garder la valeur de fin,
Et on se crée le petit keyframe juste ici. Et ça va aller à to opacity 1. Ok. Donc actualisons ici, tac. Je vois que déjà on a notre animation qui fonctionne quand j'actualise. Voilà. En fait ça apparaît directement quand le body est chargé, ça nous fait ce petit fade in comme ça. Voilà. Très bien, très bien. Donc on va pouvoir continuer tout ça. On va attaquer le layer. Donc le layer, le fond qui va changer de couleur. Donc background layer. On lui met donc une position absolute qui est relative au parent positionné. Donc le body. Width et height de 100%. Top 0. Et z-index moins 1. Donc ce sera vraiment sous absolument tout le contenu. Et c'est ça qui changera comme ça. Voilà. On peut mettre top left 0. Donc là, entre guillemets, ça va servir à rien vu que le body n'a pas de padding. Mais s'il y a du padding comme ça se mettrait bien en haut à gauche. Donc à la limite, vous pouvez le laisser, juste par sécurité, on va dire. Ensuite, on va attaquer le H1 Air Quality App. Donc fond de femme, c'est Roboto, la fond de femme importée. Text Align Center. Font size 72 pixels, la taille d'écriture. Margin bottom 50 pixels pour le séparer de l'information du bloc en dessous blanc. Text transform uppercase pour mettre toutes les lettres en majuscules. Color F1, 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 c'est une couleur blanc cassé. Et pour le faire ressortir un petit peu, vous voyez qu'il y a une sorte de petit fond derrière comme ça. C'est fait avec un text shadow. Ça permet, parce que il faut dire que les fonds blancs ressortent pas trop sur des couleurs claires en général. Et donc il faut essayer le plus possible qu'il y ait un bon contraste, comme ça qu'on puisse bien le voir. Encore ce matin, j'étais sur un site de réservation et j'ai vu que les titres se fondaient un petit peu dans le fond et c'est dommage. Quand il y a du texte, il faut que ce soit lu, il faut que ce soit bien lu. Donc ici, 1 pixel sur X, 1 pixel sur Y, 0 de flou, 3, 3, 3. Je mets une virgule ici, je fais Shift Alt flèche du bas, tac, tac, tac. Et donc la seconde couleur ici, ce sera 3A, 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 puis 57, 57, 57, puis 6B, 6B, 6B. Donc les couleurs sont de plus en plus claires, on peut le voir si on zoome, vous voyez que ça fait comme ça, de près on voit les différentes shadows ici. Voilà, et donc on a à chaque fois un petit décalage qu'il va falloir rajouter de 1 pixel. Donc ça se décale en bas à droite, la direction. Hop là. Voilà, donc si on actualise, on a notre Air Quality App juste ici. Génial, génial, génial. Alors notre App Container, on va lui rajouter juste au-dessus de notre H1, je l'ai oublié. Padding top, donc 50 pixels. Sur les côtés, 10 pixels. En bas, 0. Voilà, juste pour avoir un petit peu d'espace. Ok, ok, très bien, très bien, très bien. Donc on va attaquer l'Information Block, le bloc blanc qu'on a juste ici. Il nous faut une max width de base, c'est un élément bloc. On lui donne une largeur max de 500 pixels. Display Flex. Alors, je lui avais donné Display Flex et Flex Direction Column de base pour faire un petit effet avec un min height, mais c'est vrai qu'il n'y en a plus besoin juste ici, donc on peut ne pas le mettre juste là. Margin 0 auto, par contre, pour le centrer, ça c'est important. BG Color, F1, F1, F1. Border Radius pour arrondir les angles, le rendre un petit peu plus joli, 5 pixels. Padding, 25 pixels en haut, 25 pixels à gauche et à droite, 50 en bas. D'accord, très bien. Position relative pour des enfants positionnés en absolute. Et un box shadow pour le faire ressortir également, c'est important. Alors, box shadow, on a la valeur sur X, la valeur sur Y et la valeur de flou. Ensuite, en général, on utilise un RGBA, 0, 0, 0 ici et 0, 3 d'opacité. Voilà, très bien. Donc, j'actualise pas encore vu qu'il y a nos grandes images juste ici. On va s'en occuper un petit peu plus tard. Le loader, on s'en occupera un petit peu plus tard également. Donc, à la limite, ce qu'on va faire ici, c'est loader display none de base pour le cacher. D'accord ? Et on peut donc directement attaquer notre logo. Emoji, logo, comme ça. Donc max width, ça va être 75 pixels. Ça va être le petit emoji ici en fonction de la météo. Enfin, de la pollution. Il va être centré avec 0 auto, 10 pixels juste ici. Max width, tatati, 0 auto juste là. Et donc on va lui mettre un display bloc pour que ça puisse le centrer. Et ensuite, il y a une légère ombre sur les emojis qu'il n'y a pas de base. On peut arriver à cet effet avec filter, drop shadow. Et là, on va mettre 2 pixels sur X, 2 pixels sur Y, 1 pixel de flou. Hashtag 51, 51, 51. Et filter drop shadow, ça permet de faire
une ombre autour de la forme des SVG et des PNG. Pas autour du bloc, du contenu, mais autour de la forme, ce qui est assez intéressant, donc ça permet de rajouter ce genre de choses. Voilà, ensuite on va avoir en dessous User Information. On va pouvoir lui mettre TextLine Center. Alors, TextLine juste ici, Center, très bien. Margin Bottom 20 pixels. Et Font Weight, on va pouvoir lui mettre 700. Alors j'ai actualisé, donc ça nous donne ceci pour l'instant. Très bien, super, super. On va attaquer donc notre tableau, notre table maintenant. Margin Bottom 30 pixels, pour le séparer du bas tout simplement. Ensuite on va donner des propriétés à plusieurs éléments, donc j'utilise la virgule en CSS qui veut dire le « et », ça nous permet de sélectionner plusieurs éléments. Border 1 pixel solide hashtag 34, 34, 34, 88. Donc quand il y a 8 valeurs avec un hexa comme ça, c'est qu'il y a de l'opacité juste ici. Ensuite, Border Collapse, pas très connu cette propriété, mais très pratique quand on travaille avec des tableaux. Ça évite, en fait, j'ai mis une bordure à tous ces éléments, donc il y en a certaines qui devraient se chevaucher, qui devraient être plus grosses que les autres. Eh bien, ça évite ça, en fait, tout simplement. Par exemple, Pollution Info ici a une bordure à droite, Good a une bordure à gauche. Donc ça devrait faire une sorte de double bordure qui serait plus grande que les bordures de l'extérieur, comme ça. Et pour éviter, dans ce cas-là, on dit ok, non, quand il y a deux bordures qui se touchent, eh bien ça donnera toujours l'effet d'une seule bordure. C'est ça, border collapse, collapse. Ok, on peut continuer, donc THTD, Table Head ou Heading et Table Data. Padding 8 pixels, un peu de font weight pour le faire ressortir, et une taille de 18 pixels, vu que ce sont quand même des éléments importants. Et on change la couleur pour un petit peu de changement esthétique de design, 34, 34, 34. Voilà, on peut faire un petit CTRL-S, et ça nous donne ceci pour l'instant. Alors, c'est vrai que du coup, oui, j'avais utilisé Flexbox, et c'est pour ça du coup que ça prend toute la largeur. Donc ici, sur notre table, on devrait lui mettre width 100%, et ça nous arriverait, on arriverait au même résultat normalement. Hop, très bien, et il nous manque une dernière chose, sur notre table, text align left. Super, super, super. Ok, d'accord. Donc là, ça va se remplir quand on aura nos différentes données. Quand on aura nos différentes données, tout ça va se remplir correctement. Ok, alors j'ai un petit peu peur, parce qu'on n'utilise plus Flexbox juste ici. Donc je vais quand même faire un petit test avec le projet final. On va mettre 3 petits points juste ici, j'actualise. Ah ouais, mais du coup, oui, ça me le met plus. Alors, le projet final sans appeler la fonction qui nous remplit tout ça. Et sans nous montrer le loader, décidément. Décidément, il y a pas mal de choses à cacher juste ici pour avoir cet aperçu. Voilà, c'est ça, ok, donc ça donne exactement la même chose. Ok, super. Donc je peux me faire un petit coup de CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. Et on peut continuer. Stockholm, etc. Super. Ok, très bien, on peut continuer tout ça. Il nous manque maintenant la dernière chose à faire, c'est l'échelle de pollution en dessous. Et on va pouvoir donc gérer tout ça ensemble. Donc on va avoir le texte pour commencer. Scale bar text. Font weight, on va mettre du 600. Margin bottom, on va mettre 7 pixels. Donc là, c'est simplement le texte, un pollution scale juste ici. Ensuite, les scale bars vont... donc scale bar container, du coup, va prendre une width de 100% display flex position relative. Je l'ai appelé scale bar juste ici. Voyons voir. Ok, donc scale bar... On va l'appeler scale container, je pense que c'est un petit peu mieux. C'est un petit peu plus compréhensible, je trouve. Voilà. Hop, donc c'est ça vraiment qui va contenir toutes les barres. Vous voyez, scale bar c'était un peu moins explicite. Ensuite, location pointer. Donc ça c'est littéralement notre gros pointer qu'on a juste ici. On va position absolute par rapport aux parents relatifs. Left moins 15 pixels, donc ça va être la moitié de sa taille qui va être width 30 pixels, du coup ça va le permettre d'être à 0 sur la barre. Ensuite on met un transform rotate 180 degrés. On peut actualiser. Donc pour l'instant on est ici, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est qu'on n'a pas encore créé les barres en dessous, je reviendrai dessus juste après. Et ça prendra une transition sur transform vu qu'on fera bouger ce pointeur. Donc il faut finir à toute l'échelle pour que je puisse bien vous expliquer. Donc toutes les sections
vont prendre une hauteur de 10 pixels et FlexGrow 1 de base. On se partageait l'espace. D'accord, donc de base, si on mettait un BG Color ici, ça nous donnerait ceci. Ok. Donc on a une hauteur de 10 juste ici. J'ai l'impression qu'elles sont bien plus grandes que ce qu'on a juste là. On a une bordure qui va être donnée. C'est étrange qu'elles aient une hauteur aussi grande juste ici. Donc on va ici inspecter tout ça. Je vois du 450 par 60. Donc, ah oui, j'ai oublié de faire CTRL-S ici. Voilà. J'avais changé Scale Container, mais je n'avais pas... je suis trop habitué à coder avec l'autosave, donc j'avais pas fait CTRL-S tout simplement. Donc là, on a bien toutes nos petites barres. On aimerait bien les séparer par une border blanche, sauf la dernière. Donc on va faire Scale Section, mais pas, donc note, le dernier enfant, la dernière section. Border right, on va mettre 2 pixels, solide F1, F1, F1. Et là, vous voyez que ça commence à les séparer. Alors malheureusement, l'échelle de pollution n'est pas linéaire. Au début, ça commence tous les 50, et puis à un moment donné, ça passe de 200 à 300, de 300 à 500. Donc, c'est pas complètement linéaire comme ça, regardez. D'abord, c'est 50, 50, 50, 50, 50. Ensuite, ça va être 100, et ensuite, ça va être 200 comme ça. D'accord ? Vous pouvez voir Air Quality Scale, par exemple. À mon avis, on peut trouver ce genre de choses. Juste ici. Voilà. Donc on a 0, 500, 0, 50, pardon, 50, 100, 100, 150. Et là, ça passe de 200 à 300, de 300 à 500. Donc d'ailleurs, eux, ils l'ont mal créé, entre guillemets. C'est pas assez représentatif. Mais vous avez compris ce qu'on va essayer de faire, du coup. Là, c'est mieux créé. Voilà, parfait. 50, 50, 50, 50. Là, on va avoir 100. Et là, on a 200. Donc c'est exactement ce que j'ai fait ici. Voilà. Donc pour y arriver avec Flexbox, on va faire un petit trick assez sympathique. On a un FlexGrow sur tout. Et ici on va faire Scale Section 2.nth child. Alors nth child, on va prendre le 5. Donc sur le 5, on va lui mettre... sur le 6, pardon. Le 6. Donc la 6e barre, on va lui mettre FlexGrow 2 comme ça. Et sur la 7e, on va mettre FlexGrow 4. Donc en gros, on a une base 50 pour FlexGrow 1, une base 50, d'accord ? Donc ça c'est 50, 50, 50, 50, 50. Lui, il va prendre 2 fois 50, donc je fais FlexGrow 2, et lui va prendre 4 fois 50, donc FlexGrow 4. Et avec FlexGrow, donc, c'est-à-dire le partage de l'espace disponible sur tous les enfants, les items flexibles d'un container flexible, eh bien on peut arriver donc à ce genre de résultat. Voilà, ce qui est pas mal. Ok, donc maintenant on va devoir changer la couleur de toutes les barres en fonction de la pollution, donc on copie, on colle. nthchild 2 ici, attention, parce que la première barre se trouve au second enfant, c'est le second enfant de ce niveau. Donc nthchild 2 et pas 1 pour l'image. Et donc ce nthchild 2 va prendre un BG Color green. Et donc là il va falloir hop, copier, on colle, donc 3, 4, 5 ici. Donc pour la seconde barre nthchild 3, attention, c'est hashtag D7D703. Pour nthchild 4, ça va être orange. Et pour le 5, ça va être red, juste ici. Ok. Lui, il va prendre purple. Et le dernier, maroon. Donc marron. Maroon, comme ça. Super, on a terminé. Normalement, CTRL-S. Et voilà, on a notre échelle juste ici. Je vois que notre pointeur, il n'est pas tout à fait bien placé. Parce que j'ai oublié une chose ici. On va lui mettre un margin top. Margin top, on va lui mettre 15 pixels. Voilà, super. Donc j'ai mis left moins 15 pixels ici. Sinon, il est placé ici, vous voyez. Sinon, il est placé ici. Si je mets left 0, ce qui est le cas de base juste là, ça va prendre en fait en compte tout l'élément ici, tout le contenu de l'élément. Donc je dois le tirer de la moitié de sa largeur pour le mettre vraiment hop, à 0 juste ici. Et ensuite, ça va se placer sur notre barre. Ok, bravo, bravo, bravo. On va pouvoir passer à notre JavaScript. On peut y aller pour la partie JS. Je vais vraiment tout expliquer en détail, lentement, pour que tout le monde puisse bien comprendre. Et si vous voulez m'accélérer, n'hésitez pas à accélérer la vidéo, tout simplement.
Donc ce qu'il va falloir récupérer en premier lieu, aller dans le code source final et vous allez prendre le premier tableau que vous trouvez. Il y a un tableau qui s'appelle Pollution Scale juste ici, que j'ai créé, pour donner des informations supplémentaires que juste la pollution globale, qui est déjà bien, mais on va en plus pouvoir changer le fond comme ça, on va utiliser des images, etc. On va faire comme si ces données venaient de l'API, en gros. Donc Pollution Scale juste ici, puis ensuite on codera le reste tout seul. Donc vous prenez ce tableau, vous pouvez le recopier aussi si vous n'avez pas téléchargé le code source, mais bon. Sinon le code source est en description. Donc on prend Pollution Scale ici, on le met en premier vu qu'on va l'utiliser juste après dans la fonction qui suit. Ok. Donc, on peut descendre juste ici. Qu'est-ce qu'on va également utiliser dans la première fonction? On va utiliser un loader, donc on vient le prendre, const loader est égal, on vient sélectionner un objet du DOM qui correspond à notre loader juste ici. Ensuite, const emoji logo. Emoji logo sera la petite emoji comme ça qui va sourire ou pas en fonction de la pollution. Donc on vient aussi la prendre ici. Emoji logo, super. Et enfin, on va prendre const user information. Ça va être l'information juste en dessous de notre petite icône. Et donc, c'est évidemment l'élément HTML avec la classe user information. Très bien, très bien. Donc, on va avoir user information, le logo, et le loader, on s'en occupera un petit peu plus tard à la fin. Pour l'instant, on va attaquer le cœur de notre petite application, c'est-à-dire la fonction qui permet de récupérer les données. Je l'ai appelée getPollutionData. Super. Et dans cette fonction, j'ai envie d'attendre une réponse depuis ma requête HTTP que je vais faire vers mon API, ma getRequest. Eh bien, il faut que j'attende une réponse. Et pour ça, il faut que j'utilise le mot-clé await. Mais je peux pas juste l'utiliser comme ça, il faut d'abord que je mette async devant une fonction dans laquelle j'ai envie d'utiliser le mot-clé await, qui va me permettre, comme son nom l'indique, il est très bien nommé, d'attendre quelque chose. D'accord? De bloquer l'exécution de cette fonction et d'attendre quelque chose. Donc je vais ici utiliser, pour commencer, un try-catch. Qu'est-ce que c'est qu'un try-catch comme ça? Ici, on va prendre l'erreur juste ici. Try-catch permet d'essayer et d'attraper une erreur s'il y en a dans le try juste ici. En gros, on va exécuter du code dans ce bloc, et s'il y a une erreur qui est envoyée, une erreur ça peut venir de plein d'endroits différents, eh bien ce sera attrapé par ce catch, et je pourrai exécuter ici certaines actions. Si vous voulez, c'est ce qui va gérer toutes les erreurs qu'on va pouvoir recevoir. Parce qu'on peut recevoir une erreur de réseau, on peut recevoir une erreur côté client, on a mal fait une requête, etc., etc. On reviendra aussi dessus un petit peu plus tard sur ces différentes erreurs. Ici donc, c'est bon, dans mon try, je vais pouvoir envoyer ma méthode fetch. Fetch, ça veut dire chercher en anglais, aller chercher comme le golden retriever qui va chercher la balle. Et là, je vais chercher des ressources vers mon API. Donc pour ce faire, je fais const response, en général on l'appelle comme ça, donc la réponse que je vais recevoir, await fetch, la méthode fetch, la méthode fetch juste ici, et la méthode fetch attend une URL qui va représenter donc mon API, avec tous les paramètres que je vais lui passer, notamment pour m'authentifier avec la clé d'API, et pour avoir rajouter ce qu'on appelle un endpoint, c'est-à-dire un point précis de l'API, pour recevoir certaines données, certaines ressources. Donc c'est là qu'il faut aller dans la documentation juste ici. Alors déjà, normalement, donc vous allez en haut à droite ici sur John, c'est mon profil. Et vous allez sur API juste là. Vous allez avoir votre clé. Donc déjà, vous pouvez la prendre et la coller juste en dessous, la mettre en commentaire pour l'instant. Et on va l'utiliser. Et ce qu'il nous faut également, donc, c'est cette URL, d'accord, qui va pointer vers l'API, vers les ressources qu'on veut. Donc il faut trouver la bonne URL. Et pour la trouver, on va dans la documentation ici à gauche. Donc ça nous amène ici. Et je crois que je vous l'avais déjà montré. Donc on va avoir ces différentes adresses normalement, voilà, à partir d'ici. Donc community, c'est le plan gratuit, si je dis pas de bêtises. Donc on va avoir get ici, list supported countries. Et après, vous voyez, vous avez l'URL par exemple juste là. Donc là, ce serait pour avoir les différents pays qui sont supportés. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Non, c'est pas ça qu'on veut. Donc on continue. Les supporter state dans un pays. Donc state, c'est par exemple Nouvelle-Aquitaine ou que sais-je, d'accord? Donc est-ce que c'est ça qu'on veut? Non. Les cités, donc les villes dans un pays, non plus. Ah, tiens, get nearest city data par géolocalisation d'IP. C'est ça qu'on veut, d'accord? Par rapport à notre IP, ils vont nous dire, ok, je vais lui envoyer les infos de la ville la plus proche qui est dans nos données. Donc on prend cette adresse,
On prend cette URL, tac, on la copie, et on va la donner à manger à notre fetch juste ici, en premier argument. Notez qu'ici, il y a quelque chose d'écrit. Key est égal your API key juste ici. Et donc on n'a plus qu'à copier ça et à le mettre juste ici. Ça va vous permettre de vous authentifier. D'accord? Ça va prouver que vous avez fait un compte juste ici. Super, donc await fetch, j'attends le résultat de fetch. Alors j'ai pas envie de trop de vous embrouiller, mais sous le capot, fetch va retourner une promesse qui va se résoudre si la réponse est positive et qui va envoyer une erreur si on a par exemple une erreur de network, une erreur réseau, une erreur internet, une erreur côté serveur not found par exemple, ou une erreur CORS, CORS aussi si l'API a mal été configurée, qu'elle n'accepte pas votre origine par exemple. Bon, en tout cas, voilà, on attend le résultat de tout ça. Et on s'occupera des erreurs un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit ce résultat? Eh bien, on va le loguer déjà. On va loguer cette fameuse réponse. Donc on vient ici, tac, hop, et on fait un petit CTRL S, juste là. Et évidemment, il faut appeler cette fonction. Il faut appeler cette fonction juste ici. Ok? Alors j'avais d'ailleurs l'autosave ici, je vais le réenlever. Hein, faites attention quand vous avez des API, notamment avec un nombre d'appels limité, évitez d'envoyer des appels à chaque fois que vous écrivez un caractère et que vous levez les doigts, d'accord? Voilà, donc essayez d'enregistrer à la main. Donc, quoi qu'il en soit, on a une réponse juste ici. On a une réponse. Hop. Donc, type CORS, ça veut dire que c'est un autre origine. Donc, on a un autre origine là qui a fait un appel vers une autre origine, d'accord? Donc, qui est ici. Ces deux origines sont différentes. C'est ça le CORS. Et si c'est mal configuré côté API, eh bien, on peut avoir une erreur CORS. Ensuite, on a un body ici. Alors, rien à voir avec de l'HTML, c'est des données qu'on va recevoir, qui sont minifiées, qui sont ici au format JSON et sous format de texte JSON, et qu'on va pouvoir extraire et transformer en objet JavaScript. En fait, c'est les données qui nous intéressent. Mais pour l'instant, elles ne sont pas accessibles. Il va falloir effectuer une méthode sur ça. Ensuite, on a les headers juste ici, et on a OK, ça on va s'y intéresser un petit peu plus tard pour repérer des potentielles erreurs. On a le statut aussi, ça aussi c'est pareil, on va s'y intéresser. 200, c'est celui qu'on espère à chaque fois, c'est le meilleur statut, ça veut dire que c'est une réponse correcte, on a reçu les données, les ressources ont été trouvées, et elles sont bien arrivées jusqu'à nous. Donc c'est parfait, c'est le statut 200. Vous avez le texte aussi, OK, donc ça veut dire que ça a fonctionné. Voilà, très bien, cette réponse est très bien, mais comme je vous l'ai dit, on ne peut pas utiliser le body juste ici directement. Il faut effectuer une méthode dessus. Il faut exécuter une méthode dessus. Et cette méthode, on va aussi avoir besoin d'attendre le résultat. Et donc on va faire const response data est égal await, j'attends le résultat de response.json comme ça. Donc la méthode JSON va analyser le corps de ma requête, qui ici va contenir du JSON au format texte. Le JSON est un format qui ressemble beaucoup à du JavaScript et qui permet d'échanger des données très facilement, notamment comme ceci avec du JSON au format texte qu'on va pouvoir ensuite analyser et qui va retourner des bons objets JavaScript qu'on va pouvoir utiliser. Et donc regardez, on fait log ici, response, data, je vais y arriver, tac. Et donc oui, on fait un petit CTRL S évidemment, je suis trop habitué à l'autosave. Et donc vous voyez qu'on a la première réponse juste ici, et ensuite on a un bel objet JS qu'on va pouvoir utiliser avec toutes les données qu'on veut. Donc là, si on l'ouvre, il faut bien analyser ce qu'on reçoit. On a une propriété data ici, qui est un objet qui contient d'autres propriétés, qui contient d'autres objets, qui a la pollution, qui a le temps également. Donc ici, on va pas s'occuper du temps, mais sachez que il y a des bonnes données aussi au niveau du temps, il y a même des petites icônes animées, etc. Donc c'est sympa. Nous, on va juste s'occuper de la pollution, et notamment c'est AQI US ici qui va nous donner en fait la pollution en cours. Donc par exemple ici. Ok ? Voilà, donc très bien, on va se servir de ça, donc il va falloir l'extraire. Et on va se créer un propre objet avec vraiment juste ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la ville, le AQ US ici, et ce qui correspond à l'échelle. On va en revenir juste après. Donc on va faire const sorted data, je l'ai appelé. Donc la ville, ça va être response data.data.city. Donc ça veut dire qu'on lui met le nom de la ville, Stockholm par exemple ici. Ensuite, on a envie d'avoir cette valeur de pollution. Alors je vais en créer une constante juste au-dessus, pour l'extraire, parce que vous allez voir qu'on va l'utiliser plusieurs fois. Donc, response data, ça se situe dans data, dans current, dans pollution, et c'est AQI US. Ça veut dire Air Quality Index. Ok, donc j'ai plus qu'à la mettre juste ici. Donc avec cette syntaxe post ES6, c'est comme si j'avais fait ceci,
D'accord? C'est la même chose. Voilà. Alors maintenant qu'on a ces deux propriétés, on va copier les propriétés de l'objet qui correspond à la pollution en cours. Par exemple, si j'ai 350, ça va être cet objet-là. C'est dans cette échelle-là. Si j'ai 20, ça va être ici. D'accord? Dans le premier objet. Comment on fait pour retourner un élément d'un tableau comme ça? On a la méthode find pour trouver un élément dans un tableau. Que ce soit un objet ou d'autres, ça va retourner le premier élément du tableau qui correspond au return de la callback qu'on lui passe. Dès que le return est true, ça renvoie cet objet. Fin de la méthode. Donc on vient ici, on va faire un premier test. On va venir ici, on va faire log pollution scale.find. Donc ici, je vais lui passer une callback pour chaque objet. Pour chaque objet, je vais vérifier si la pollution actuelle se trouve dans l'intervalle de cet objet. Donc est-ce que la pollution actuelle est supérieure ou égale au premier nombre de cet intervalle, donc scale, obj de scale de 0, et la pollution actuelle est inférieure ou égale au second nombre, obj de scale de 1. Voilà, aussi simple que ça. J'actualise, je viens ici, alors, oups, tac, tac, la console juste là, et j'ai un objet qui m'est retourné avec l'échelle 0,50. Ma pollution actuelle, alors je ne peux pas la voir ici, mais on va la loguer juste là. On voit que c'est 23, et donc oui, 23 se trouve entre 0 et 50, donc ça me retourne cet objet. On a le bon objet. Comment faire maintenant pour facilement copier les propriétés d'un objet dans un autre objet? On utilise le spread operator. Spread, ça veut dire étendre. Ça va nous permettre comme ça de copier ces différentes propriétés. Donc je mets une virgule ici, 3 petits points, le spread operator, et je viens prendre tout ce qu'on a fait ici, CTRL X, et je le mets là. Et donc là, il ne faut pas oublier en fait que find, du coup, ça va étendre ce que retourne find. Ça va étendre ce que retourne find. Donc find retourne un objet, ça va étendre toutes ces propriétés, ça va les copier dans sorted data ici. Voilà. On peut le loguer. Ok. Et donc on voit qu'avec ce spread operator ici, eh bien on a pu copier les différentes propriétés. Maintenant on a un bel objet, on va pouvoir travailler avec, et on va pouvoir afficher toutes ces données dans notre interface. Une fois qu'on a cet objet, je peux enlever le console log, je rezoome un petit coup, et je vais envoyer une fonction qu'on va créer qui s'appelle populate UI. Sorted data. D'accord? Donc je lui passe sorted data juste ici. Et là ça va être relativement simple, donc on vient en dessous, on doit sélectionner tous les éléments qu'on a envie de remplir, de modifier, dans lesquels on a envie de rajouter des données. Donc le nom de la ville est égal document.querySelector cityname, pollution info. Donc pareil, query selector, on va mettre pollution info. Alors pour éviter de recopier à chaque fois, là vous pouvez faire Shift Alt flèche du bas, une fois, deux fois. Et ici on va avoir pollution value, donc la valeur de la pollution. Pollution value. Alors au-dessus c'est pollution info. Ok, pollution info, très bien. Pollution info. Et ici ça va être background layer pour l'animation de fond. Background layer juste ici. Et on va mettre background layer juste là. Ok? Donc très bien, tatati tatata, ok, super. Donc maintenant cette fonction, function populate UI, va recevoir l'objet data, enfin, va avoir un paramètre data ici, donc les données qu'on va lui passer, et ça va être sortie data qu'on va lui passer en argument. Et maintenant il n'y a plus qu'à changer, donc emoji logo.src est égal, j'ouvre les backticks, ressources / $, j'ouvre les accolades, data.src.svg. Alors pour rappel, est-ce qu'on va le voir toujours juste ici? Tac. Donc src ici, vous voyez, c'est happy, et ça correspond en fait dans les ressources à happy juste là. D'accord? J'ai fait exprès d'appeler mes icônes avec comme ça un nom qui va être reconnaissable et qui est en rapport direct avec mes objets juste ici. Thinking par exemple, ça va être ici, vous voyez? Unhealthy, ça va être ici, etc., etc. Donc on peut directement comme ça cibler nos icônes assez facilement. Ensuite, userinformation.textContent est égal, j'ouvre les backticks, here is, $, j'ouvre les accolades, data.city, situation. D'accord, super, on peut continuer. Peut-être dézoomer un petit cran, voilà. Cityname, donc on donne le nom de la ville, cityname.textContent est égal, data.city. Donc j'utilise textContent, il y en a qui sont assez fâchés avec innerText. De manière générale, utiliser textContent, ça évitera des débats houleux qui ne servent pas à grand chose.
pollution info, on va mettre text content est égal, j'ouvre les backticks, j'ouvre les accolades, data.quality. Donc quality, c'est ce qu'on a ici. Good, c'est la qualité de l'air de manière générale. Ensuite, pollution value, on va avoir .text content est égal. Alors ici, c'est vrai que j'ai ouvert les backticks. De base, j'avais mis du texte. Si on a que cet élément-là, que cette expression, et qu'on n'est pas dans une chaîne de caractères, on peut directement la mettre comme ça, c'est vrai. Donc data.quality, data.aqi, ok. Ensuite, on va changer la couleur de fond, backgroundLayer.style.backgroundImage est égal data.background. Vous voyez comme vraiment tout va nous servir juste ici, ça va être très pratique. Alors à part scale juste ici, mais dans votre destructuring, vous pouvez ignorer également une propriété si vous le voulez. Mais bon, c'est pas bien grave de l'avoir copié juste là. Ok, très bien, et c'est bon, je pense qu'on va pouvoir CTRL-S, attention, hop, je CTRL-S, et voilà, here is Stockholm situation, et donc on va avoir tout ce qu'il y a juste ici. Génial. Il nous manque une dernière fonction à créer, ensuite on gérera le loader et les erreurs, mais ce sera relativement rapide. Ça va être le placement du pointeur juste ici. Donc là c'est intéressant. On a des données, on va faire ce qu'on appelle une représentation de données, alors on peut en faire avec tout et n'importe quoi, des SVG, avec plein de choses, et ici donc on va devoir placer le pointeur par rapport à ça. Il faut mathématiquement s'imaginer ce qui se passe. Il faut la largeur de l'élément en fait, on va devoir la placer sur la largeur de l'élément, et donc pour le placer sur cette largeur, il faut connaître le pourcentage de pollution par rapport à l'échelle globale. C'est quoi l'échelle globale? C'est de 0 à 500. Donc par exemple j'ai 24 juste ici, il faut que je sache, donc je suis à combien de pourcentage de pollution de 24 par rapport à 500. D'accord, de 24 de rapport à 0 à 500, disons les échelles. Allez, allons-y, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Vous allez voir, c'est relativement rapide. Const location pointer est égal document.querySelector location pointer. Donc c'est notre petit pointeur, notre petit logo. On crée une fonction qu'on va appeler pointer placement, et on va lui placer la AQI value, par exemple juste ici. D'accord. On va appeler cette fonction à la fin de populate.AQI, et on va lui donner donc data.AQI. Je lui passe la pollution. Donc pour trouver la largeur du parent, comment on fait? Eh bien je vais faire const parent width est égal location pointer, point parent element, donc son parent, le parent du pointeur qui est mon échelle globale, et je viens prendre sa scroll width, c'est-à-dire sa largeur. On fait un premier log juste ici, mais on ne fait pas encore CTRL-S. Je vais vous montrer un second calcul qu'on va faire en dessous, qui va être, on peut le mettre en parenthèse déjà, AQI value, AQI value divisé par 500. Donc la valeur de la pollution actuelle divisée par le max de notre échelle. Et ça va nous donner une valeur entre 0 et 1. Et donc par exemple, si j'avais 50 divisé par 500, ça me donne 0,1. Et donc je vais pouvoir ensuite multiplier ce 0,1 par la largeur totale pour avoir le nombre de pixels en fonction de la pollution actuelle. Génial. Donc on a ça, et puis si on veut aller jusqu'au bout, on va faire le fois parent width, juste ici. Donc ça devrait fonctionner, CTRL-S, sauf si on a fait une erreur quelque part. Donc la largeur de mon échelle globale, c'est 450 pixels. D'accord, scroll width ici, c'est 450 pixels. Ensuite, 23 divisé par 500, c'est 0,046. En gros, 4%. D'accord, 4% de l'échelle totale. Donc, 4% fois parent width, fois ma largeur, ça me fait 20,7 pixels. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à placer mon élément. Alors attention, quand on place avec des valeurs comme ça et des backticks, on fait souvent des petites erreurs. Donc on y va, location pointer juste ici, .style, .transform est égal. J'ouvre les backticks, et c'est là qu'il ne faut pas faire d'erreur. Translate x, j'ouvre les parenthèses, j'ouvre les accolades, et je viens y mettre mon calcul juste ici. Je le copie, je le colle. Et je peux enlever tous les consoles que j'avais juste ici. D'accord? C'est pas fini. C'est pas fini, d'ailleurs, on va peut-être le voir en grand, comme ça ce sera plus simple. Voilà. Donc, translate x, hop, très bien. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute avant de fermer la parenthèse? C'est pixel. D'accord? Ça, je veux le translate en pixel. D'accord? Donc, avant de fermer le translate x. Ensuite, je mets un espace, et je viens mettre rotate. J'ouvre les parenthèses, 180 degrés. Ça, c'est souvent une erreur qu'on fait quand on change les transforms. S'il y en a déjà un, il ne faut pas l'oublier. Sinon, en fait, ça va remplacer le rotate qui a déjà lieu, en fait, qui permet d'avoir le pointeur de cette forme-là.
D'accord? Sinon, ça le remplace et ça met juste un translate. Voilà. Donc, on a envie de garder le rotate également. Voilà, voilà. Donc, souvent, quand on fait ce genre de style transform et qu'on rajoute des expressions JS, il y a une erreur quelque part, ça arrive très, très, très souvent. Donc, c'est normal si ça fonctionne pas du premier coup. N'hésitez pas à check la typo. Voilà, c'est bon, ça fonctionne, avec la petite transition qui va bien. Regardez si je n'avais pas mis le rotate ici. Hop. Eh bien, ça aurait fait une transition de notre rotate qui a déjà en CSS. D'accord? Donc, de base, on la rotate pour que le pointeur soit vers le haut. Et du coup, ça va être remplacé par juste du translate, comme ça. Voilà, donc faut pas l'oublier. Super, super, super. Donc, on a ça, on a ça, on a ça. Très bien. Allez, on va s'occuper maintenant, pour commencer, peut-être, du loader. Tiens, du loader, allons-y. Allez, hop, on va se retrouver là. CTRL F, loader. Dès que vous commencez à avoir un peu de code quelque part, toujours le CTRL F, hein, la recherche. Ne scrollez pas comme ça, vous allez vous abîmer les yeux pour rien, vous fatiguer. Ok, donc on a notre loader juste ici. De base, on l'a display none. Maintenant, on a envie de le faire apparaître. Donc, il va être en position absolute. Il va prendre toute la largeur, la hauteur, etc. Ensuite, on va avoir un flex. Alors, moi, je l'ai déjà ici. C'est un snippet VS Code. Bref, on centre sur X et sur Y. Ok. Ensuite, on arrondit les angles avec 5 pixels. Background color, on va lui mettre inherit. Donc, ça va être du blanc. Z-index 1 pour qu'il soit devant les autres. Opacité 0 de base. Visibilité hidden. Alors, ce qu'on va faire, on continue. Loader active. Quand il a la classe active, il va avoir visibility visible et opacity 1. Ok. Je vous laisse finir de recopier. On CTRL S et je vous explique. CTRL S et on voit notre icône qui est juste là. D'accord? Donc ça prend tout l'espace ici avec inset. Bon, c'est centré. On s'occupe, si vous voulez, de la taille de l'image. Width 75 pixels. Voilà. D'accord? Donc, de base, en fait, on va voir notre logo. On va lui mettre également une petite animation. Parce que de base, il a la classe active ici. Notre loader, il a la classe active. Donc, de base, on le voit. Voilà, on le voit avec ça. Dès qu'on aura une réponse de notre requête HTTP, d'accord? De notre fetch, de notre get request, dès qu'on aura une réponse positive ou négative, on enlèvera le loader et on affichera le résultat. Quoi qu'il arrive, dès que vous lancez une fetch, il y aura un résultat de la promesse, qu'il soit positif ou négatif, d'accord? Voilà. Donc, on va ajouter une petite animation. Ici, on va l'appeler Animation Loader. Ça va se lancer, donc ça va durer 1,8 secondes. Is out. Infinite. Juste ici, très bien. Et donc, il faut créer cette animation. Add keyframes loader. Donc, de 0 à 50%. De 0 à 50%. Ça va transform rotate. Et ça va faire un 360 degrés. Donc ça va tourner, ça va effectuer une rotation complète. Et qu'est-ce que c'est que le comportement des animations CSS quand on ne rajoute pas comme ça de, j'allais dire de breakpoint, mais c'est pas exactement le terme précis, bref, de pourcentage ici jusqu'à 100%, eh bien ça va essayer de retourner à 0. Donc de 0 à 50 en fait, ça essaye de faire un tour complet, et de 50 à 100%, ça refait la même chose en arrière. D'accord? Donc ça tourne en avant, ça tourne en arrière, ça tourne en avant, ça tourne en arrière. Et donc, ça nous donne en fait un 360. Je fais ici, hop, CTRL S. Oui, ça tourne, ça revient. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, en gros, ça fait une icône de chargement comme ça. Voilà. Ok, très bien, très bien, très bien, tout ça. On va maintenant, donc, du coup, s'occuper du JS. Quand est-ce qu'on a envie de faire disparaître tout ça? Donc, notre loader, on l'a déjà sélectionné juste ici. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore fait nos erreurs, on n'a pas encore géré les erreurs. Donc, on va l'enlever simplement quand on populate notre interface juste ici. Donc je vais faire loader.classlist.remove active. Et là je peux faire un CTRL S. Hop. Et voilà, c'est bon, ça s'est enlevé. Alors, ça s'est enlevé, mais ça s'est enlevé d'un coup. J'aimerais une petite transition si possible. Donc on va venir ici faire transition. Je saute une ligne parce que je vais en avoir deux. Sur opacité 0,6 is out. Et sur visibility 0,6 secondes is out. Donc je vais vous expliquer pourquoi on anime également visibility, ça peut être un petit peu bizarre. Juste avant, j'espère que vous avez bien compris, juste ici, hein, j'ai l'impression d'avoir peut-être pas super bien expliqué. De 0 à 50, ça fait un tour. Et le comportement classique des animations CSS, c'est de faire le sens inverse jusqu'à 100% si on n'a pas défini nous-mêmes de valeur à 100% de valeur finale. Donc ça va une fois en avant, et ça, en fait, ça fait le retour en arrière jusqu'à la valeur initiale, c'est-à-dire 0, vu que de base, on n'a pas de rotate juste là.
Voilà, petit aparté. Donc ici, opacité, parce qu'on a envie d'avoir un fade, c'est-à-dire un effet de fondu, où le loader va disparaître. Et on a envie qu'il ne soit plus, qu'on ne puisse plus cliquer dessus, qu'on ne puisse plus le copier, l'image ou quoi que ce soit en fait. On n'a plus envie d'interagir avec. Pourtant, il sera là, il prendra tout cet espace sur mon contenu. Comment faire pour qu'on ne puisse plus interagir avec? Eh bien, Visibility Hidden va nous permettre de le cacher complètement pour les lecteurs d'écran et pour les utilisateurs aussi sans lecteur d'écran. On va plus pouvoir cliquer dessus, on va plus pouvoir sélectionner le texte qui est à l'intérieur si jamais il y a du texte à l'intérieur, etc., etc. La seule chose qui va rester, c'est la hauteur de l'élément. Mais ici, ça ne change rien. Voilà. Très bien, donc Visibility Hidden, et Visibility Hidden est transitionnable, alors que Display None n'est pas transitionnable. On ne peut pas effectuer de transition dessus. C'est un cas un petit peu spécial, mais ça permet du coup de faire des fondus comme ça à l'opacité, tout en ayant, à la fin de cette fondue, à la fin de cette transition, eh bien, un élément qui n'est plus manipulable. Donc c'est parfait. En fait, on utilise souvent ça pour les modales, pour les fenêtres modales. On clique, se connecter, vous savez, une fenêtre qui apparaît au milieu, et cette fenêtre, elle est sur tout le contenu, d'accord? Et quand elle disparaît, si on clique ailleurs ou sur le bouton, elle est toujours là, la fenêtre. Mais en Visibility Hidden, donc on ne peut plus la manipuler. Voilà. CTRL S. Et vous voyez que, bon, là c'est très rapide du coup, on a juste notre animation et on a le fade-in juste ici. Donc si vous avez une Internet connection, j'allais dire, une connexion Internet lente, et bien comme ça vous verrez le loader un petit peu plus longtemps, et voilà. Très bien, très bien, donc on a notre loader juste ici. Pour terminer, il faut gérer maintenant les erreurs. Donc on a deux types d'erreurs à gérer juste ici. Donc en premier, les erreurs network qui peuvent être retournées par la promesse qui est retournée par fetch. Donc la promesse, soit elle se résout positivement, et donc à ce moment-là, je vais pouvoir récupérer les données dans réponse ici, les utiliser, etc. Soit il va y avoir une erreur network, donc ça peut être plus d'internet, ça peut être une erreur server not found, ou ça peut être une coarse erreur également si l'API est mal configurée. Donc cette erreur qui va être retournée, j'ai envie de la catch. Donc je vais faire ici .catch l'erreur, et je vais moi-même envoyer une nouvelle erreur. Avec erreur juste ici. Ok, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand je vais catch cette erreur, c'est-à-dire une promesse, la promesse qui est retournée par fetch, peut soit se resolve, et alors à ce moment-là, j'utilise tout ça. Donc quand elle se resolve, la valeur va être attrapée par await et mise donc dans la constante, et donc à partir de là, je peux exécuter tout ça. Soit elle va se reject, et ça va renvoyer une erreur. Et quand ça renvoie une erreur, je peux exécuter comme ça cette fonction callback, et donc faire ce que je veux. Ce que je veux ici, c'est renvoyer moi-même une nouvelle erreur. Comme ça, ça va être attrapé dans mon catch juste ici. Vous allez me dire, mais pourquoi on ne fait pas tout juste là? Vous allez comprendre très vite. Parce qu'ici, j'ai envie d'effectuer plusieurs actions. Loader.classlist.remove, j'enlève la classe active du loader. Il y a eu une erreur, j'ai envie de l'afficher, donc j'enlève le loader. Emoji logo, je vais lui mettre une source que j'ai trouvée, qui est une sorte de browser avec une tête un peu cassée, pour montrer qu'il y a une erreur quelque part. Browser.svg. Ok, et userinformation.textContent est égal error message. Voilà. Donc on va avoir accès à un objet erreur, et notamment dans cet objet erreur, qui va être également attrapé par mon catch ici, on va avoir une propriété message qui nous permet de donner une erreur comme ça. Voilà. Donc très bien, je peux CTRL S. Alors ici, bon, on va pas avoir d'erreur. Ce genre d'erreurs, elles vont être assez dures à recréer par nous-mêmes. Entre nous. Voilà. Une erreur internet ici, ce serait quand même assez chaud. Ça peut être une erreur si jamais l'API arrête de fonctionner, par exemple. On ne sait jamais, donc ce ne sera pas de notre ressort, par exemple, si les créateurs de l'API décident d'arrêter de la faire fonctionner. Ou une coarse erreur aussi, si ils s'en mêlent des pinceaux dans les origines. On peut avoir une erreur aussi. Dans ce cas-là, donc, eh bien, ça va enlever tout ça. Bon, ça c'est le premier type d'erreur qu'on peut avoir. Ici, malheureusement, on va pas pouvoir trop le tester. Mais sachez que du coup, c'est déjà une bonne pratique de faire ce genre de choses. Alors, on a géré les erreurs réseau juste ici. Maintenant, on va gérer des erreurs qu'on va pouvoir plus tester de notre côté, des erreurs clients, donc nous-mêmes qu'on va pouvoir effectuer, et des erreurs également serveurs qu'on va pouvoir gérer. Alors, on va venir ici faire if response.ok. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? On va relog response juste ici. Tac. Pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, on a notre réponse juste là. Et, alors je l'avais déjà logué quelque part. Non, oui, je l'avais déjà logué ici. Bon, c'est pas grave. Donc on a le OK juste ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ça a bien fonctionné ici. On a le statut,
d'accord? Donc le code de notre requête HTTP, 200, ça veut dire que ça a fonctionné, on a reçu les ressources, etc. Mais parfois, ce n'est pas 200. J'imagine que vous connaissez tous l'erreur 404, par exemple. La ressource n'a pas été trouvée. Mais il y a aussi l'erreur 400, avec une mauvaise requête. L'erreur 403, quand les données sont interdites, forbidden request, etc., etc. Et donc là, ça ne va pas envoyer d'erreur, en fait. Notre fetch, juste ici, va pas envoyer d'erreur, même si on a une erreur 404, même si on a une erreur 400, etc. Ça va seulement envoyer des erreurs quand on va avoir des erreurs côté réseau, type pas internet, ou serveur non trouvé, etc., etc. Donc toutes les autres erreurs côté client et côté serveur, eh bien on va devoir les gérer nous-mêmes. Et pour les gérer, en fait, c'est si response.ok n'est pas true, d'accord, juste ici, il va être sur false, dès qu'on va avoir un autre type d'erreur côté client, par exemple. Donc là, j'ai 200, c'est très bien, mais vous allez voir qu'on va pouvoir gérer tout ça. Donc dans ce cas-là, dans ce cas précis, je vais faire throw new error, encore une fois, et là, je vais écrire mon propre texte. Erreur, et je vais utiliser donc response.statut. D'accord, donc response.statut, c'est ça. Par exemple, erreur 404, virgule, response.status text. D'accord, donc là c'est OK, mais sinon ça mettrait erreur 404, page not found ou resource not found, ce genre de choses. Voilà. Donc j'envoie encore une fois une erreur, et du coup ça se fait attraper par mon gestionnaire d'erreurs juste ici, qui va lui-même enlever comme ça le logo, etc., qui va changer l'icône, et qui va afficher du texte juste ici. Voilà. Qui va afficher le texte donc que je lui passe juste là. Ok ? Donc voilà pourquoi on a un catch juste ici, c'est un gestionnaire d'erreurs, parce qu'on a plusieurs types d'erreurs à gérer. On a les erreurs type network juste ici, et les erreurs client et serveur qu'on peut avoir juste là. Je sais que c'est un petit peu bizarre, ils auraient pu envoyer tout le temps des erreurs par exemple, mais même si vous avez une erreur 404, eh bien vous avez votre méthode fetch ici qui va vous retourner une réponse positive entre guillemets, c'est-à-dire vous allez avoir une réponse de l'API, mais il y aura une erreur au moment où on devait trouver les ressources, au moment où on devait localiser exactement les ressources, ou une erreur au niveau des permissions, au niveau du droit à certaines ressources, etc. Voilà donc les deux types d'erreurs qu'on doit gérer. Ok, très bien, donc est-ce qu'on peut simuler ces erreurs ? Oui, on peut. Par exemple, si je mets une mauvaise clé ici, vous voyez là je vais enlever une partie de ma clé. Je fais CTRL-S, et on a erreur 403 forbidden. Vous voyez ? Donc erreur 403, vous avez all HTTP error ici. Donc une page MDN qui est bien faite. Donc vous voyez qu'on a des erreurs par exemple client, c'est 400 à 499. Et les erreurs serveur également, c'est de 500 à 599. Donc là on a eu une erreur 403. Donc on peut aller à ici. 403 forbidden. Il n'a pas le droit, les accès, etc. Parce qu'on avait une mauvaise clé tout simplement. Est-ce qu'on peut faire un autre type d'erreur ? On vient ici, on va du coup, nearest city, ici je vais faire une faute de typo, je vais enlever la moitié du mot. Donc ici le endpoint, ça va dire, ok, bah, qu'est-ce que c'est que netty ici ? Quand ils vont recevoir la requête HTTP, ils vont dire, nous on n'a rien prévu pour ce genre de endpoint juste ici, donc on va envoyer une erreur. Erreur 400, bad request, d'accord ? Donc le client a fait une mauvaise requête. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait tester ? Bad request, 450, bon voilà, vous avez compris à mon avis. Donc, dernière explication que je vais vous faire, c'est sur le await juste ici. Donc, await permet de bloquer l'exécution de ma fonction. Quand j'arrive à ce niveau-là, await va vraiment attendre le résultat de la promesse retournée par fetch. Ça va attendre le resolve ou le reject. Le resolve, ça veut dire que tout s'est bien passé, j'ai reçu quelque chose. Enfin, on a vu que même si, entre guillemets, les choses se passent bien, on peut avoir une erreur client ou serveur, mais allez, imaginons qu'on reçoit bien nos données, etc., avec un statut 200, eh bien, on va pouvoir continuer la suite. Si on reçoit une erreur, ça va déclencher le catch juste ici, et ça va exécuter notre fonction callback. Ça ressemble à ça, voilà. Donc on continue, et puis on a encore un await juste ici. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que ça va bloquer l'exécution de ma fonction en attendant le résultat de JSON sur le corps de ma requête HTTP, qui va analyser mon JSON et me retourner un objet JavaScript. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand on bloque comme ça l'exécution de la fonction ? Est-ce que ça bloque tout mon script ou pas ? Eh bien, ce qui est beau, c'est que non, ça ne bloque pas tout le script. Regardez. Là, je fais le thread continue. Ok ? Le thread continue juste ici. Le thread, c'est le fil d'exécution JavaScript. D'accord ? Donc, de base, ici, ça va tenter d'exécuter ceci. Il y a un await, donc ça va le mettre en pause, l'exécution de cette fonction, et ça va continuer à exécuter le reste de notre script comme si de rien n'était. Et quand j'aurai le retour de ma méthode fetch juste ici, ça l'enverra sur la pile d'exécution
qui va suivre tout mon script juste ici. Et donc ça pourra, de manière différée, donc asynchrone, exécuter la suite comme ça de ma fonction. Et c'est ça qui est beau. Donc là, si je CTRL S, hop, j'ai le thread continue juste ici. Alors oui, évidemment, j'aurais dû mettre un truc peut-être ici. Hop. Voilà, donc j'ai la réponse juste là. Donc vous voyez que j'ai la réponse qui est située au-dessus de mon console log juste là. D'accord? Donc on pourrait dire que s'il n'y avait pas d'asynchrone possible, eh bien ça devrait s'exécuter en premier. Donc on fait CTRL S ici, et je vois j'ai bien le thread continue parce que c'est arrivé à ce niveau-là, ça fait OK, j'attends, et j'exécute tout le reste de mon script. Et ensuite mon retour sera placé sur la pile d'exécution, sur le stack, et va s'exécuter, donc le reste va s'exécuter. Voilà pour ça. Bon, ben je pense qu'on a fait un bon boulot, je trouve que c'est un exemple assez sympa, comme ça quand je tombais sur des API comme ça de pollution de l'air, je me suis dit que ça allait être plutôt cool. Peut-être le texte ici en un petit peu plus grand, vous voyez, user information, juste là. On va le mettre en font size 20 pixels, quelque chose comme ça. C'est quelque chose d'assez important quand même. Peut-être 18 pixels. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, dernière chose, au niveau des clés d'API juste ici. Donc c'était un exercice projet juste là, c'est une API qui est gratuite. Donc c'est normal qu'on n'ait pas absolument tout ce qu'on veut. Et notamment au niveau de cette clé, il n'y a peut-être pas la sécurité nécessaire pour le mettre sur une page en ligne. Vous avez peut-être envie de le mettre sur GitHub, sur des pages, etc. Vous avez peut-être envie de le montrer sur votre portfolio. En soi, vous pouvez. En gros, la faille de sécurité, je mets des guillemets parce que c'est pas extrêmement grave, mais c'est que quelqu'un prenne votre clé d'API et l'utilise lui-même pour faire des requêtes. Et que potentiellement ça bloque votre nombre de requêtes. Bon, entre guillemets, entre nous, ça n'arrive pas très souvent, surtout si vous avez des portfolios de débutants juste que vous mettez en ligne pour montrer un petit peu ce que vous faites. Entre nous, ça va, d'accord? Mais c'est vrai que c'est embêtant. C'est-à-dire qu'on a accès comme ça à notre clé. Alors, quels sont les recours possibles pour ça? Soit vous trouvez une API qui n'a pas besoin de clé. Une API libre et gratuite. Ça existe, par exemple, OpenMeteo, je connais, par exemple. OpenMeteo, juste ici. Donc vous allez dans la doc ici et vous avez une requête juste là. Vous voyez, il n'y a pas besoin de clé ici. Donc tout le monde peut y accéder. Donc, il n'y a pas de problème de clé ou quoi que ce soit. Donc soit vous avez ça, il y en a peut-être qui existent avec de la qualité de l'air, j'ai pas fait toutes les API du monde. Soit certaines API, notamment dans le plan payant, vous proposent de limiter les appels d'une seule origine. D'accord? C'est-à-dire vous allez seulement pouvoir faire des appels depuis votre API qui s'appelle airqualityapp.com, depuis votre site qui s'appelle airqualityapp.com. Et dans ce cas-là aussi, c'est bon, du coup, c'est seulement vos clés, je veux dire, c'est seulement votre domaine, c'est vous qui l'avez, et donc c'est vous qui faites vos appels depuis ce domaine. Donc là aussi, ça peut fonctionner. Ensuite, donc la dernière chose ici, ça pourrait être de faire une API proxy. C'est très simple à faire, mais bon, si vous êtes débutant et que vous êtes plutôt en front juste ici, vous n'avez pas encore vu de backend, ça peut être un peu complexe à comprendre, mais sinon, dans l'absolu, c'est assez simple. Avec Node et Express, par exemple, vous allez créer une API qui, côté serveur, va faire l'appel avec la clé. D'accord? Donc, côté serveur, ce n'est pas accessible côté client. Parce qu'ici, côté client, en fait, qu'est-ce qu'il y a? C'est si je vais dans source ici, main.js, eh bien, je vais la trouver, hein, la clé. Bon, évidemment, la plupart des gens ne savent pas faire ça, mais voilà. Vous voyez, là, je vais la trouver, la clé. Elle est juste ici. Alors que côté serveur, ben, ça s'exécute sur votre serveur et personne n'y a accès. Dans le meilleur des cas, évidemment. Sinon, c'est très grave. Et donc, ici, vous allez l'exécuter côté serveur. Et ensuite, l'appel que vous allez faire côté client, ça va être vers votre propre serveur. Voilà. Et si possible, vous allez réduire les appels pour que ça vienne d'une seule origine, d'accord, l'origine de votre site, AirQualityApp, qui va faire un appel vers votre propre proxy API sur votre propre serveur, qui va faire l'appel vers cette API-là, et qui va vous donner le retour à la fin. Voilà ce qu'on peut faire. Voilà. Après, si c'est juste si vous avez envie de montrer des petits projets comme ça sur le web, ça peut arriver que quelqu'un prenne votre clé, mais voilà, c'est pas non plus catastrophique en fait. Voilà, c'est pas non plus catastrophique. Et puis, en tant qu'exercice, en tant que projet, j'ai trouvé ça quand même très sympa pour quelqu'un qui débute dans les requêtes HTTP, dans les API, etc. Moi, je pense que c'est très très intéressant. Ça aussi, mine de rien, c'est très intéressant à savoir faire, bien manipuler les données, bien les retrouver, bien comprendre comme ça, c'est très intéressant. Voilà, allez, j'arrête de parler, j'espère que tout ça vous a plu, on like, on partage, on met des étoiles si on est sur une plateforme qui permet de mettre des étoiles, et voilà, on se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo, un prochain projet, on continue ensemble de coder le web. Allez, ciao.